On vient de boucler les deux premières vidéos sur pourquoi il est impossible même de créer une monnaie unique actuellement. Car comme je l'ai déjà dit, il y a deux formes, ou bien deux types de groupes qui s'affrontent dans une sorte de conflit idéologique politique, surtout, moins monétaire, mais plus politique. Ici donc, comme je l'ai promis, j'ai écrit des séries de réformes que je vais publier sûrement bientôt, peut-être en début 2018. Mais il est important que chacun sache ce que l'autre pense. C'est vrai, on critique beaucoup. Mais il serait aussi intéressant que sur les réseaux sociaux, ceux qui critiquent aussi apportent des idées. On peut ne pas accepter les idées qu'ils vont apporter, mais on doit au moins, comme beaucoup le savent, je suis panafricaniste. C'est vrai. Comme beaucoup le savent, je suis sankariste. Ça aussi, c'est vrai. Ce sont des terminologies. Il faut voir au-delà des termes la conception philosophique. Il y a beaucoup de formes de panafricanistes sur cette terre d'Afrique. Il y a beaucoup de types de panafricanisme sur cette terre d'Afrique. Quoi qu'il en soit, chaque tendance du panafricanisme lutte pour la même cause, même si ce n'est pas le même schéma emprunté. Moi, ici, je vais faire ressortir simplement une petite partie de ce que j'appelle la réforme de la mentalité africaine. C'est une réforme qui est primordiale. Nous sommes issus d'une colonisation qui nous a donné comme héritage des territoires avec des limites sur une carte. Ces limites ont été tracées par des gens qui n'avaient même pas en esprit comment l'Afrique était composée. Donc, ils ont pris leur temps pour se partager l'Afrique en fait. Donc, ils ont placé des traits sur une carte en disant « ceci m'appartient, ceci t'appartient ». Et on nous a mis devant le fait accompli. On n'a pas lutté contre. On a plutôt accepté. Dès lors que nos ancêtres ont accepté les limites fixées par les Occidentaux, par les impérialistes, par les colonialistes, nous sommes donc héritiers de leur erreur. Mais on ne doit pas perdre quand même dans l'erreur. On peut la corriger. C'est les erreurs qu'on corrige, mais pas de la manière qu'on pense parfois. J'ai passé près de 10 ans à réfléchir de comment résoudre de manière idéologique, dans la tête et dans les cœurs, ces conflits de frontières qui nous minent. Chacun se plaint, qu'on soit sankariste ou pas, chacun dit la même chose. Nous avons hérité de frontières de la colonisation. Ce n'était pas nous-mêmes qui avons tracé nos frontières. On a séparé des familles en traçant un trait sur des cartes. C'est bien beau, mais il y a une chose qui est primordiale à retenir. Le trait qui est sur la carte n'apparaît pas sur le sol. La séparation en morceaux du continent africain pour créer des pays n'est rien d'autre que sur une carte. C'est nous-mêmes dans notre cœur qui avons accepté la séparation qui fait qu'on est aujourd'hui ennemis les uns des autres. Ce n'est pas les Occidentaux. Ils ont tracé des cartes, des traits sur une carte, c'est vrai. Mais nous avons tracé dans nos cœurs aussi les mêmes traits. Voilà où vient notre grande erreur. Quand les Français sont arrivés en Côte d'Ivoire, qu'ils ont découpé, qu'ils ont mis des lobbies au Ghana, au Burkina et en Côte d'Ivoire, ils ont accepté. Ils ont commencé à appeler ceux qui étaient au Ghana, Ghanéens. Ceux qui étaient au Burkina, en ce moment, Haute-Volta, Voltaïque. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, Ivoiriens. Donc, un lobby de Côte d'Ivoire appelle son frère lobby du Ghana, Ghanéen. Vous voyez? Donc, c'est cette mentalité qu'il faut casser. C'est ça le rôle du panafricaniste, en fait. Avant de parler de nos échanges entre États, parce que je vois, il y a les discours des panafricanistes qui sont au-dessus de nous. Nous sommes en bas. Nous sommes dans le bas peuple. Et on sait ce que pense le bas peuple généralement de cette notion de panafricaniste. C'est bien beau de dire au peuple dans les conférences du monde, il faut que les pays africains se donnent la main pour lutter contre l'exploitation que l'Afrique subit aujourd'hui. L'Afrique subit une exploitation sauvage
Parce que les cœurs des Africains reflètent les traits tracés sur une carte à Berlin. Les Blancs ont tracé des traits sur une carte à Berlin et nous avons imprimé ces traits de la carte dans notre esprit, dans nos cœurs. Nous nous sommes nous-mêmes séparés de nous-mêmes. À partir de ce moment-là, aucun Africain ne pouvait lutter contre la colonisation. C'était impossible. Parce qu'avant même que les Blancs n'arrivent ici avec les traits pour dire que voici les nouvelles frontières, l'Afrique était déjà divisée en royaumes. Et chacun avait des frontières déjà. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est bouger les frontières. C'est tout ce qu'ils ont eu à faire. Donc, ils n'ont pas mis dans la tête des Africains la notion de séparation par royaume. On était là séparés. Et on se fait la guerre déjà. Puisque même au début de la colonisation, on nous rappelle dans les livres d'histoire, dans l'histoire africaine, qu'au Dahomey, ils ont fait des guerres avec les voisins. Il y a eu des guerres entre eux. Et ces guerres, ce ne sont pas les Blancs qui les ont créées. C'est des guerres que nous, on faisait entre nous avant. Keita Sundiata, le grand guerrier d'Afrique, le grand roi d'Afrique, mais il a fait des guerres pour étendre son empire aussi grand. C'est pas tombé du ciel. Il ne s'est pas levé pour prendre un cheval, pour faire un tour de l'Afrique pour dire voici mes limites. Non. Il a conquis ses territoires à partir de la guerre. Donc, qu'on arrête de faire rêver les gens sur un panafricanisme qui est trop sentimentaliste, à mon avis, et qu'on peut détruire par des simples actions. On n'a pas besoin d'aller faire des grands discours dans les grands hôtels du monde. Je vais donner mon petit exemple. Je suis par exemple président de la Côte d'Ivoire. Je suis panafricaniste. Ok. Mon voisin, qui est peut-être en Guinée, président, il est aussi panafricaniste. Bien. Celui qui est au Libéria, qui est anglophone, il est panafricaniste. Si on est vraiment sûr qu'on est panafricaniste, on doit pouvoir faire ce que je vais dire. C'est une preuve pour les panafricanistes eux-mêmes, en fait, ce que je vais dire. C'est quoi? Qu'est-ce qui empêche ces trois pays de construire le long de leurs frontières alternées des centres de formation dans lesquels vont aller fréquenter les jeunes de ces trois pays ensemble? En ce moment, l'école de formation est construite théoriquement sur une frontière, sur une carte, mais en réalité, les enfants ne verront aucune frontière. Les salles de classe peuvent être moitié en Côte d'Ivoire, moitié au Libéria. C'est-à-dire, tu es dans une classe, on ne sait pas où se trouve la limite entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et vous prenez les cours ensemble, avec les mêmes professeurs. La récréation, la cour, un enfant ne peut pas vous dire, ça, voici la limite entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. C'est la même cour de récréation qu'il voit depuis 6 ans. Si ces enfants-là ont 6 ans, ce sont ces écoles. Et ils en sortent à l'âge de 20 ans. Croyez-vous que dans leur esprit, ils verront encore les frontières tracées par les Occidentaux? Je ne le crois pas. Ces enfants vont grandir avec la notion qu'il n'y a pas de frontières. Ils verront les frontières sur les cartes, mais ils ne pourront pas dans leur esprit la matérialiser comme l'on fait. C'est-à-dire, ils ne pourront pas inclure dans leur esprit la notion de frontière. Parce qu'ils n'en voient pas. Ils n'en ont jamais vu. Il faut donc commencer à détruire même à nos frontières ces symboles qu'on met. Bienvenue au Burkina. Bienvenue en Côte d'Ivoire. On doit les supprimer. Si on n'est pas africain vraiment. Pour montrer aux Blancs que vous avez tracé des frontières en 1888 à Berlin. Mais nous, dans notre esprit, nous sommes toujours Africains unis. C'est ça qui va montrer aux Occidentaux que nous sommes unis entre nous. Mais non. On n'est pas africaniste. On prend une voiture en Côte d'Ivoire, arrivé à Ouangolo, après quelques kilomètres, on trouve un village qui est là à la frontière. Les gens vont à vélo au champ même au Burkina. Et vous voyez un pancarte bienvenue au Burkina. Alors que c'est son cousin qui est de l'autre côté de la frontière. Et vous là apprenez qu'ils sont séparés par la Leraba, une rivière qui passe entre les deux. Avant les Blancs, ce n'était pas un fleuve qui les divisait. C'est un fleuve qui était utilisé par eux pour faire leurs activités agricoles. Maintenant, les dirigeants eux-mêmes, qui sont panafricanistes parfois, disent non, non, la Leraba est la limite naturelle entre le Burkina et la Côte d'Ivoire quand tu prends le train ou tu prends la route. Donc, on va mettre une pancarte pour dire maintenant là que tu n'es plus en Côte d'Ivoire, tu es au Burkina. Entre-temps, on sillonne le monde pour dire je suis panafricaniste.
et que est panafricaniste, c'est que les dirigeants au sommet doivent s'entendre pour faire les choses ensemble. Donc, commençons par le bas d'abord. Je n'ai jamais vu un arbre qui pousse par le sommet. Tous les arbres que moi j'ai vus sur la terre poussent par le bas. S'enracinent d'abord dans le bas. Et après, tu vois que l'arbre est gigantesque parce que les racines sont bien enracinées, bien nourries. Si nos enfants sont formés dans ce moule que je viens de décrire, dans 20, 30, 40 ans, nous aurons en Afrique une élite qui n'aura plus la notion de frontière dans son esprit. En ce moment, tous les conflits qu'on a aujourd'hui vont eux-mêmes commencer à diminuer en intensité. Quand tu as fait tes classes avec quelqu'un dans une zone où tu ne vois jamais de frontières, vous grandissez comme des frères d'armes, peut-être même, ou des frères de formation. Vous faites tout ensemble, depuis que vous êtes tout petit. Vous ne verrez pas une notion de frontières comme nous on les voit. Parce que nous, on voit les frontières héritées de la colonisation, pas héritées du panafricanisme. Arrêtons de faire les discours théoriques et de créer ce qu'on appelle le sentimentalisme dans le cœur des autres. L'Afrique ne peut pas s'unir pour faire un seul pays. C'était pas un pays avant, c'était plusieurs pays qu'on appelait royaumes ou territoires. C'est long. Donc, les Africains eux-mêmes n'ont jamais vécu en panafricanisme en tant que tel. Il y avait certes des échanges, il y avait aussi des conflits, il y avait des guerres. Donc, on vivait de manière normale. Maintenant, on veut vivre de manière anormale. C'est ça qui est tout ce problème. Qui fait que ceux qui sont panafricanistes ne sont pas entendus par les autres. On les prend pour des rêveurs, et c'est vrai. Et ceux qui ne le sont pas sont pris comme des traîtres, des collabos des Occidentaux. Et c'est vrai. Revenons donc au milieu, au juste milieu des deux choses et dire, on a été colonisé. Dedans, il y a beaucoup de mauvais, il y a quelques bons. On prend les bons éléments de la colonisation et on prend les bons éléments de notre passé et on met ensemble pour créer justement cette harmonie qui va nous permettre de former des générations de personnes qui vont dans leur esprit, dans leur cœur, éliminer les frontières. Une fois ce travail est fait au préalable et qu'à l'école, on leur inculque le vrai savoir et non le savoir importé et dicté par l'Occident, nous aurons créé des cadres qui vont voir l'Afrique avec un autre œil. Ce sont ces cadres-là qui vont naturellement comprendre. Je suis seul président en Côte d'Ivoire, mais mon frère de classe, mon frère de sang, mon frère avec qui j'ai tout fait, qui est président en Guinée, et moi avons toujours tout fait. On ne sait pas de la frontière de la Guinée à la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas ça se trouve. D'ailleurs même, on a construit des classes dans lesquelles on était. Donc je ne vois aucune différence entre lui et moi. En ce moment, les deux pays vont travailler ensemble sans regarder la frontière. Les peuples vont se mélanger et travailler ensemble. Avec le temps, ça va faire disparaître la notion de frontière. On n'aura plus ces pancartes qu'on voit. Bienvenue au Burkina, welcome to Ghana, bienvenue en Guinée. C'est fini. C'est vrai que tu sais que tu es en Guinée, mais tu sais que tu es en Afrique. C'est ça le panafricanisme. Et tu sais que le frère qui est en Guinée va te considérer comme un Guinéen quand tu es en Guinée. Et non comme un Ivoirien quand tu es en Guinée. Parce que vous avez fait les mêmes classes sur soit le sol guinéen ou le sol ivoirien. Vous ne savez même plus. C'est le premier exemple que je donne pour le panafricanisme. C'est ceux-là qui peuvent échanger entre eux les projets pour les faire. Je prends le cas du frère guinéen qui fait des éoliennes et qui donne à son village de l'électricité. Il manque de moyens, c'est vrai. Ça, c'est notre débat. Imaginez un instant que le président Alpha Condé, le président Ado, décide de faire ce que je dis là. On le prend avec deux Ivoiriens qui savent faire la technologie et ils viennent à la frontière créer un centre de formation de construction d'éoliennes et d'installation pour faire l'énergie éolienne pour donner aux villages qui se trouvent sur les deux frontières, de part et d'autre. Et les élèves ivoiriens et guinéens travaillent au même projet d'éoliennes sur la frontière. Et vous voyez bien que l'électricité qui est donnée par l'éolienne alimente les villages de chaque côté de la frontière. Au bout de 30 ans, on ne pourra même plus distinguer le lin qui est situé en Côte d'Ivoire de celle qui est située en Guinée. C'est-à-dire quand vous prenez un Ivoirien dans le village 30, 40, 50 ans après, il ne pourra pas vous dire cette éolienne-là est une éolienne qui est installée en Guinée. Parce qu'après, il va même plus voir la frontière. Parce que la carte qu'il va regarder, il ne va pas lui montrer que la frontière par contre l'éolienne. Il ne saura même pas où se trouve la frontière. Donc pour lui, c'est une éolienne qui alimente les Africains. Il ne sait pas si c'est en Guinée ou en Côte d'Ivoire c'est situé. Il ne voit plus. Ceux qui ont participé à la fabrication et à son installation, ils ne vont pas pouvoir te dire
Non, ça c'est planté en Guinée, ça c'est planté en Côte d'Ivoire. Je sais pas, il ne peut plus vous le dire. C'est comme ça qu'on fait le panafricanisme et les échanges entre nous. C'est pour ça qu'il faut réformer l'école. Pour que les enfants apprennent la vérité. Je vais prendre un exemple. Dans les livres d'histoire, on fait la Seconde Guerre mondiale. On étudie beaucoup de choses dans la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de choses. La Seconde Guerre mondiale, on les étudie. Comme les guerres des tranchées, dans la Première Guerre mondiale, comme les bombardements des Américains, le siège de Londres, et tout ça, on apprend. C'est bien beau. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui intéresse un Africain dans la Seconde Guerre mondiale qui doit avoir son livre d'histoire, c'est la participation des tirailleurs africains et ce qu'on leur a fait le 30 novembre 1944 à Tiaroy. Pas pour réveiller des sentiments négatifs envers les Européens, mais pour qu'ils savent à qui ils ont affaire quand ils auront négocié avec les Blancs. Pour éviter de donner trop grande confiance aux Blancs. Pour éviter ce qui arrive aujourd'hui. Après, ils nous tuent dans le dos quand on leur fait trop confiance. Tu peux donner tout aux Blancs, tu peux vendre ton pays à un Blanc. Mais si le jour il a trouvé quelqu'un qui est mieux que toi, il te détruit puis il met le gars à la place. Parce qu'on fait trop confiance aux Blancs aveuglement. Parce qu'on refuse d'étudier qui sont ce qu'ils sont. Quand un enfant va apprendre toute sa vie ce qui s'est passé à Tiaroy, d'une manière pédagogique, quand il va aller négocier en France, il va faire attention à ce qu'il va dire ou à ce qui va se passer, car il sait ce qu'ils font. Ça, c'est un. Bon, ça n'est pas dans le livre d'histoire. On ne commet même pas cet événement en Afrique. C'est oublié, c'est fini. Second cas, nos étudiants apprennent l'économie à l'école, à l'université. Mais ils sont calqués sur le modèle occidental uniquement. Alors que l'Empire du Mali avait déjà résolu le problème de la monnaie qu'on est en train de lutter pour aujourd'hui en créant l'or comme monnaie pour les commerces internationaux et les coris pour le commerce interne. Ils avaient pu trouver un système économique qui a rendu Mansa Moussa l'homme le plus riche de tous les temps. Ça doit se donner dans les livres d'économie des Africains. Ils doivent l'étudier et faire même des thèses dessus. On doit les obliger à faire des thèses dessus à l'université. Mais non, on préfère aller prendre des théories des Occidentaux qui nous font des pyramides, qui nous font des choses. Les conséquences sont là. Même si on met un technocrate économiste à la tête d'un pays africain, il ne s'en sort même pas. Parce que les réalités sont très différentes. Par exemple, on fait croire que Samori doit être un démon et que ceux qui sont des partenaires des Français pour faire du commerce sont des anges. Or, c'est le contraire qu'il faut dire aux enfants à l'école. On ne fait pas que Pythagore a inventé des formules. Or, c'est faux, c'est le contraire. Il n'a jamais inventé aucune formule, aucun théorème, qui sont nés plus de 3000 ans avant lui. Mais ça a accaparé le savoir africain pour le prendre à son propre compte et nous on le récupère comme si ça vient de lui, alors que c'est fait par les Égyptiens. Et même ils disent, c'est avant eux. C'est plus de 3000 ans avant. Thalès et Pythagore. Ça, on doit les trouver dans nos livres de mathématiques que les théorèmes que Thalès et Pythagore ont pris ne sont pas d'eux. Et on doit enlever ce nom et mettre les noms pour dire théorème du triangle, s'il le faut. Mais on ne doit plus accepter de mettre théorème de Thalès ou de Pythagore. C'est impossible. Ce sont ces éléments qu'on doit changer en nous. Un enfant doit apprendre l'histoire de l'Afrique moderne, qui est liée à l'esclavage. C'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on traite l'esclavage seulement comme sur le plan du transport des Africains vers l'Amérique. Ils sont arrivés en Amérique. On doit enseigner aux enfants, une fois en Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour qu'un Africain, quand il va ailleurs, il soit fier de marcher, en sachant que ceux qui ont quitté l'Afrique de manière involontaire ont été ceux qui ont permis aux Occidentaux de dire qu'ils sont aujourd'hui développés. Les faits ont été créés par un Africain, descendant d'esclaves. Séparation du plasma sanguin a été fait par un Africain. Le masque à gaz qu'on a utilisé dans la Première Guerre mondiale, un Africain. Les ascenseurs, c'est un Africain. L'ampoule que nous avons aujourd'hui, avec les filaments que nous avons dedans, c'est un Africain. J'ai regardé un film un jour où des gens coupaient du bois en Mississippi. On transportait le bois d'une façon différente. C'est un Africain noir, qui était en prison, qu'on a pu venir travailler sur ce chantier, qui a pu faire un projet pour raccourcir le chemin de transport des billes de bois. Ça t'a pris par le maître du chantier. Les autres n'étaient pas contents, ils ont le tuer.
Je ne me rappelle plus le titre du film. Mais c'est pour vous dire, voilà des choses qui doivent figurer dans nos livres d'histoire que doivent apprendre nos enfants. Et non que Thomas Edison a inventé l'ampoule. C'est jamais inventé l'ampoule. Graham a jamais inventé le téléphone. Ça, c'est prouvé en Amérique ici, par le Congrès américain. Mais ça, dans nos livres, on ne doit plus les mettre dans nos livres. C'est genre d'histoire. Chaque jour n'a pas été un dictateur. On doit arrêter de dire ça. Parce que les gens nous disent de dire qu'il était dictateur et nous on le dit, sans preuve. On ne dit pas que, comment on l'appelle, on n'a pas été dictateur. Vous ne verrez ça dans aucun livre. Pourtant, il a été un tyran. Mais on ne dira pas ça. Mais c'est nous, on accepte de dire que Shaka Zulu était un tyran. Nous arrêtons ça. Un panafricaniste est celui qui met toujours au devant les qualités de son frère africain et masque ses défauts à l'extérieur. Quitte après dans la maison famille, lui fait les reproches. Mais nous, panafricanistes, qu'est-ce que l'on fait? On sort les tares extérieures de nous-mêmes à travers nos dirigeants et on ne propose rien en retour. Alors qu'un panafricaniste ou un sankariste doit toujours, quand il a fait la critique d'un événement, doit apporter la solution à ce qu'il propose pour l'événement. C'est comme ça que l'Afrique doit avancer. J'ai fait des critiques, je fais des propositions. Chacun va s'asseoir pour analyser et dire si ce que je dis peut être faisable ou non, quitte à même modifier, à l'améliorer. C'est ça le panafricanisme. Mais chacun dans son petit coin et dit, j'ai fait pour moi, je suis béninois, je suis togolais, je suis camerounais, j'ai fait. Donc, ce n'est pas encore panafricaniste tant que tu raisonnes de cette manière, mon frère. On doit réformer notre façon de penser le monde. Et cela commence par l'école. Donc, la première grande réforme pour le panafricanisme est d'aider à la réforme de l'école, à la réforme du programme scolaire et de ce qu'on enseigne à l'école. Il est bien normal que, par exemple, au Burkina, au sud, et au nord de la Côte d'Ivoire, où il y a la frontière, les États dégagent sur chaque côté de la frontière des terres pour faire du coton, par exemple. Que les jeunes du Burkina, de cette zone, les jeunes de Côte d'Ivoire viennent travailler dans ces champs en commun, en se mélangeant. Le champ quitte en Côte d'Ivoire, traverse la frontière qu'on connaît sur les traits et va de l'autre côté et on fait nos lignes de coton sur toutes ces frontières-là pour la traverser et on travaille ensemble. On récolte le coton ensemble. Ça appartient aux deux États. Les tisserands des deux côtés de la frontière qu'on a vont s'asseoir et nous tisser ces cotons et nous les vendre. Nous les porterons. C'est ça qu'on appelle le panafricanisme. Tout discours n'a aucun sens. Merci.